Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite un bon mercredi, merci d'être avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h, comme tous les jours avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien ma chère Cécile. Et Écoute, vous êtes resplendissante aujourd'hui comme d'habitude. Vous avez un truc à me demander ou pas? Non, absolument pas. Heureusement qu'il a ajouté comme d'habitude. Bah oui. Pas Oh là là, on était à 2 doigts de faire un problème diplomatique. Hein, là c'était la crise. Direct. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Vous savez, ce numéro, c'est le vôtre, 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus avec nous jusqu'à 19h au moins. Allez, au sommaire de cette émission, est-ce le rôle des maires d'exclure des établissements scolaires primaires les élèves à hauteur de harcèlement scolaire? Pour lutter contre le harcèlement scolaire dans les écoles primaires, Papendai souhaite, avec l'accord des maires et indépendamment de l'avis des parents, scolariser l'élève harceleur dans une autre école après la loi du 2 mars 2022 qui pénalise le fait de harceler. Le ministre de l'Éducation nationale durcit une nouvelle fois le ton, Philippe. Oui, Cécile, tout simplement parce qu'actuellement, les conseils de discipline n'existent pas dans les écoles primaires. Alors, pour renforcer la prévention contre le harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation a également annoncé, je cite, l'élargissement du programme phare au lycée dès la rentrée prochaine, affaire à suivre. Alors tiens, vous êtes parent d'un enfant qui a été harcelé et vous dites j'aurais trouvé bien que le maire puisse envoyer le gamin harceleur à l'autre bout de la ville, ou vous dites non, il n'y a pas de raison, avec les gamins c'est juste un petit problème de communication. Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone que vous connaissez toutes et tous par cœur, le 0826 300 300. Il devient théâtral, ce Philippe David. Est-ce au rôle des maires d'exclure des établissements scolaires primaires les élèves auteurs de harcèlement scolaire? Vous dites bah oui et non, 50%, c'est moite-moite. Et DSK a fait parler de lui sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu. Faut-il retirer l'âge légal à 64 ans au profit de la durée de cotisation? C'est le coup de projecteur des vraies voix, multiplier les erreurs, c'est ce que reproche Dominique Strauss-Kahn à Emmanuel Macron sur la séquence des retraites. L'ancien ministre de l'économie plaide plutôt, je cite, sortir d'un système qui repose sur l'âge de départ à la retraite pour construire un système fondé sur la durée de cotisation, Philippe. Oui, et l'ancien directeur du FMI, le Fonds monétaire international, affirme que rien n'obligeait le gouvernement à agir tout de suite. Alors est-ce que vous pensez que ça doit être par exemple 43 ans de cotisation, vous commencez à travailler à 17 ans, vous partez en retraite à 60, et à 25 vous partez en retraite à 68, ou est-ce que vous pensez qu'il faut un âge pivot? Et puis de toute façon, les propos de DSK ne tombent pas de nulle part, on va un peu décrypter pourquoi s'exprime-t-il en ce moment, et pour réagir, encore et toujours un seul et même numéro, le 0826 300 300. Et à la question, faut-il retirer l'âge légal de 64 ans au profit de la durée de cotisation? Vous dites oui, un grand oui à 85%. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, notre ami, est là, le président de l'Institut de la Parole. Et aujourd'hui, ça va être pas facile d'avoir la parole avec les gens d'en face. Ah oui. Mais ils sont bien. Ils sont bien. Et puis je suis de bonne humeur comme je vais au restaurant ce soir. Donc ça va. Encore les invités remercient. Comment vous faites d'avoir la ligne? Vous êtes tout le temps... C'est Mais fou, je mange peu. Bah là, voilà. Au cinéma, il va au théâtre, Ouais. il dîne. Mais Oui, c'est un- l'essentiel se passe maintenant. Voilà, Vous avez mais retenu la leçon, il mange peu, donc on peut l'inviter, ça coûte pas cher. Voilà, c'est ça. 2 radis et un haricot vert, c'est parfait. Mais justement, je vais au radibeur ce soir. Ah, bah voilà, Radibeur, j'adore ce nom. François de Rugy, bonsoir, merci d'être avec nous. Comment ça va, Bonsoir. François? Bonjour. Bonsoir. On est à la limite des deux, ancien ministre. Du dîner. Voilà, quand même. c'est ça. Et ancien président de l'Assemblée nationale, on est ravis de vous avoir. Olivier d'Artigol, qu'on a eu hier à Montagne. Il n'était pas content hier, éditorialiste politique. fâché. Comment ça va, Olivier d'Artigol? Ça va mieux. Vous avez des colérés? Toujours, oui. Alors Oui. vous étiez un peu fâché contre Françoise de Gois. On lui a dit que vous étiez un peu fâché. Elle a dodeliné comme ça, donc on fera une émission avec Elle Françoise. le dodeline. Elle a dodeliné. Elle a dit, comme De Funès dans Hibernacus, je n'ai pas de dîner. Elle a fait Et vous comme ça. n'êtes pas venu les mains vides en plus. Ouais, hein. ouais. Alors, on Il faut remercie rendre hommage à quelqu'un parce que on a été gâtés, Ah oui, franchement, on a été- les vraies voix. Alors, on remercie la maison Francis Miot, qui est Ah, un pauvre. magnifique maître artisan confiturier, confiseur, chocolatier, j'ai le tiercé dans l'ordre. Et Qui j'ai nous les a écouté tétons la de dernière la fois, reine vous avez Margot. amené, donc il a Oh, trouvé ouais. ça sympa. Il vous a- Chocolat au lait. Ou du Oui, chocolat au il nous lait. a amené ses produits. Et C'est du une chocolat très belle citron. maison paloise. Et que Est-ce qu'on nous peut allons- dire les noms à l'antenne? Parce que On c'est peut. un Moi, peu je gênant. le fais. Comme c'est un cadeau, oui, avec On grand va lui plaisir. laisser le dernier mio. L'avantage des vraies voix, c'est pas comme les ministres, Non, mais monsieur le ministre. On n'a excellent. pas de quantité de prix, enfin, on n'a pas de tarif maximum Oui. pour les dotations. Voilà, on peut prendre ce qu'on veut. Donc, si vous Non, voulez c'est une nous très offrir. belle maison. Non, mais si vous voulez nous offrir des voitures, des villas, des trucs, vous êtes les Mais bien vous entendu les aviez bienvenus.
déjà apporté Oui, quelque Donc chose. c'est pour nous remercier. C'est pour nous remercier parce qu'on avait dit que c'était délicieux. On remercie la Et maison comme bio. là, Philippe, on va encore dire que c'est délicieux, on va en recevoir de nouveau. Allez. J'espère que c'est pas de la publicité mensongère. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis un peu inquiet. Il faut qu'on vérifie tout de suite. on va le vérifier. faire. 0826 300 300, c'est Rose qui est avec nous. J'adore ce prénom. Ah, moi aussi. Bonjour, bonsoir Rose. Bonsoir Rose. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de m'accueillir dans votre émission ce soir. Vous êtes la bienvenue, Rose. Vous êtes la 4e vraie voix de cette émission. Vous réagissez bien entendu comme vous voulez, quand vous voulez. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis assistante de direction dans une collectivité. Très bien, très bien. Et vous habitez Versailles. Et puis on va vous faire écouter le son du jour. Écoutez donc. La raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Si vous l'avez reconnu, c'est Raymond Barre qui est né un 12 avril 1924, ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Il aurait eu 99 ans aujourd'hui. Et il disait déjà à l'époque, la France vit au-dessus de ses moyens. Le meilleur économiste de France. Oui. Mais lui, il vivait en dessous de ses moyens quand on a connu tout de même la manière dont il a utilisé. Voilà. En tout cas, voilà. Vous avez mis un coup de barre là. Voilà, ça c'est réglé. Voilà. En tout cas, Que dirait-il aujourd'hui alors? Oui. Il a dit aussi la France vit au-dessus des. Avant d'énoncer les causes de la crise à l'époque, les revenus augmentent plus vite que la production, trop de crédits, trop de dépenses de l'État, déficit budgétaire et déséquilibre du commerce extérieur, sécheresse et déficit de la sécurité sociale. Il était un peu visionnaire, le monsieur, quand même. Il était surtout assez pessimiste. Oui. Mais écoutez, il a un peu raison quand même quand on voit le résultat aujourd'hui. Sachant qu'il est le seul Premier ministre de toute la Ve République dont un budget a été entièrement retoqué par le Conseil constitutionnel, pour faire une allusion à une actualité de demain. Le seul Vivement vendredi. En 1979, le budget pour 1980. Donc il y a de l'espoir, François. Pour une question de pure procédure, puisque en l'occurrence, il avait fait adopter les dépenses avant les recettes. Donc même Raymond Barre le rigoureux avait fait adopter les dépenses avant les recettes. Et il était le seul aussi à avoir cumulé Petite question de Bercy Philippe et Bilger. C'est pas une annonce que vous nous il faites. l'avait fait par le 49.3. François, C'est une pas annonce une annonce que vous nous faites. Pour vendredi. Vous êtes très au Je fait. ne me suis pas réincarné en Laurent Fabius. Allez, on vous souhaite la bienvenue avec nos dédicteurs listes sur le du jour et tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous pensez, Philippe Bilger, que Donald Trump est un grossier personnage, Ouais. mais a-t-il finalement si tort que ça pour ses propos vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Je n'ose pas répéter ce qu'a dit Donald Trump à propos du comportement d'Emmanuel Macron en Chine. Il l'a traité de lèche-bot, voilà à peu près. Vous êtes adorable. En plus Quel joli. euphémisme. En tout, en Un plus peu joli. grossier que ça. Mais je pense qu'une fois qu'on a franchi le degré de vulgarité chez Donald Trump, qui est assez constant, il faut être juste, eh bien, je pense qu'il n'a pas eu tort de mettre en évidence la totale ambiguïté d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire pire, dans sa posture à l'égard de la Chine. On en a un peu parlé hier, que lorsqu'il quitte la Chine, il a cet étrange dérèglement intellectuel sur le plan international qui consiste à être, ça a été dit hier soir, un De Gaulle au petit pied, et un De Gaulle au petit pied, pour les vrais gaullistes, c'est une contradiction dans les termes. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a quelque chose en ce moment d'un peu inquiétant sur le plan de la lucidité présidentielle, mais sans lui manquer de respect. Entendons-nous, François de Rugy, ça peut se je défendre. suis inquiet. Oui. Je pense que Trump, en effet, est quand même pas très à la hauteur d'un ancien président des États-Unis. Et quand il était président, d'ailleurs, il aurait été capable de dire ça. Donc c'était quand même pas Surtout très... qu'il parlait d'une partie basse. Moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut mettre vraiment de côté. Moi, je reconnais à Trump, Dieu sait s'il y a peu de sujets avec lesquels je suis d'accord, d'avoir été le premier président des États-Unis à vraiment poser de façon très ferme le fait qu'il y avait un bras de fer qui était engagé au niveau mondial avec la Chine, avec la puissance chinoise. Et en revanche,
je pense que même si on peut être en désaccord, et c'est mon cas, avec les propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan, on ne peut pas dire que chaque fois qu'on fait une visite d'État dans un pays étranger, ça veut dire qu'on va lécher les bottes du pays dans lequel on va. Je veux dire, c'est normal qu'un président français aille... pas faire un esclandre. D'une part, et surtout qu'il aille dans différents pays, y compris la Chine, y compris d'autres pays qui ne sont pas des démocraties, malheureusement. Et moi, je peux témoigner, pour avoir été membre d'un gouvernement d'Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron est très lucide sur le fait qu'avec la puissance chinoise, il y a un bras de fer qui est engagé et qui se traduit sur plein de sujets. Et d'ailleurs, c'est sous l'impulsion d'Emmanuel Macron qu'il y a eu un durcissement très fort des règles, par exemple, sur tout ce qui touche aux télécommunications avec la Chine. Olivier d'Artigol. Je ne suis pas un fervent supporter de Donald Trump, mais il faut lui reconnaître une cohérence dans son discours à l'international. Une colonne vertébrale, que je conteste par ailleurs. Mais sur la défense des intérêts des États-Unis. Pardon. Pardon, procureur. Non. Il faut sécher là. Non, 20 secondes. En 20 secondes, on est déjà en retard. Et j'étais assez d'accord avec ce qu'a dit François de Rugy, donc je prends la parole tout à l'heure. D'accord, écoutez. Très bien. On a encore le temps? Non, pas du tout. Non, c'est pour tout le monde qui a plus Oui, le temps. C'est faux ce que dit François. On ne reproche pas l'attitude en général, mais les propos. Philippe Bigère, il y a des chocolats à déguster. Vous voyez, il arrête tout de suite de parler. On y revient. Vous restez avec ça serait nous. intéressant qu'on développe la Chine. Le rôle des maires d'exclure des écoles primaires les élèves auteurs de harcèlement scolaire. Pour l'instant, vous dites moite-moite, oui et non, à 50-50. Et on a envie de vous entendre sur ce sujet. 0826 300 300. On revient dans un instant avec les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu et le grand débat du jour. À tout de suite et bienvenue sur Sud Radio et bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Tous les jours, on vous dit, vous allez voir ce soir, c'est vraiment la meilleure émission de l'année. Et j'ai envie de le dire ce soir. J'ai envie de le dire, il y a Philippe Bigère, il y a Françoise Degois. Ouais, et il y a Philippe, Olivier d'Artigol, je vais arriver. Je vais vous appeler Christophe, je vais vous appeler Philippe, je vais vous appeler Antoine, alors que vous vous appelez Olivier. Voilà. Oui, Brigitte. Et... Tant que vous ne nous appelez pas Olivier, Jean-Luc, on va l'appeler Jean-Luc. Mais ils sont un petit peu dissipés, vous avez raison, vous Philippe Bilger. Dans un instant, le grand débat du jour, est-ce le rôle des maires d'exclure des écoles primaires les élèves auteurs de harcèlement scolaire? Pour l'instant, vous êtes assez mitigé 50-50. sur le sujet, on en parlera dans quelques instants. En attendant, ce sont maintenant les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Les 3 mots dans l'actu sont Q, LBD et poubelle. Donald Trump accuse Emmanuel Macron de lécher le cul du président chinois. Le représentant de Taïwan en France dit espérer que la France s'engagera davantage à ses côtés. Les tirs de LBD depuis des quads à Sainte-Soline étaient conformes selon l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui parle de légitime défense. Pendant ce temps, Elisabeth Borne, elle, dit ne plus comprendre certaines positions de la Ligue des droits de l'homme. Et puis veillée d'armes sur les retraites, retour des manifs demain, retour des poubelles dans les rues avant la décision du Conseil constitutionnel. Vendredi, les éboueurs repartent en grève reconductible. Les Vraies Voix Sud Radio. Reconductible. L'Europe ne doit pas être suiviste, ne s'aligner ni sur les États-Unis ni sur la Chine à propos de la crise taïwanaise. Après l'encerclement de l'île autonome lors d'un exercice militaire chinois, la petite phrase présidentielle avait eu du mal à passer en Europe et aux États-Unis au retour de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine. D'ailleurs, sur Fox News, l'ancien président américain Donald Trump n'a donc pas mâché ses mots à ce sujet. Vous avez ce problème, ce monde de fous qui explose de partout, dans lequel les États-Unis n'ont plus leur mot à dire. Emmanuel Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Voilà la diplomatie à la sauce Donald Trump sur Fox News. On a bien compris le message. Alors Cécile, vous avez dit tout à l'heure lécher les bottes, donc est-ce qu'il y a un problème de traduction? Kissing is ass. Kissing is ass. je note qu'il y a des délicats ici. Mais c'est vrai qu'il y a certains traduisent lécher les bottes. Il n'est pas à côté de ses pompes, c'est pas lécher les bottes. Alors, sur le même sujet, mais avec un style bien plus différent, un peu plus policé, le représentant de Taïwan
en France, Wu Chi-chung, demande à la France de s'engager plus clairement à ses côtés. Vous savez, géographiquement, la France est le pays le plus proche de Taïwan, parce que vous avez la Nouvelle-Calédonie dans la région. La voix de la France compte pour la stabilité et la paix de la région. Taïwan a besoin de la France, donc nous espérons que la France puisse jouer un rôle encore plus positif et puis s'engager aussi davantage. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas là pour espérer que la France va envoyer de l'armée à Taïwan, va mourir pour Taïwan. Non, c'est pas ça. Chaque pays a son rôle à jouer. Dans le cas de la guerre d'Ukraine, nous n'exportons plus de semi-conducteurs à la Russie. Donc je crois que chaque pays a son rôle à jouer et ce que nous espérons que la France peut faire. Wu Chi-chung, ambassadeur de la représentation taïwanaise en France, au micro de nos confrères de Radio Classique. Question, est-ce que vous pensez qu'il faut que la France ait à nouveau une politique étrangère originale, indépendante des deux blocs comme sous De Gaulle? C'est un peu ce que veut faire Macron, allons croire. Ou est-ce qu'on doit s'aligner sur les États-Unis dans le possible conflit sino-taïwanais, Philippe Bilger? S'aligner n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il ne faut surtout pas qu'Emmanuel Macron fabrique artificiellement une politique de la France qui serait autonome et indépendante, parce qu'elle ne devient politiquement supportable, cette démarche, que s'il y a un passé derrière. Emmanuel Macron, on peut l'aimer, on peut voter pour lui, mais il n'a rien qui permet de rendre crédible une attitude gaulliste. Olivier d'Artigol. Dans les manquements de la dernière campagne présidentielle, notamment, on n'a pas pu débattre de l'état du monde, des grands enjeux stratégiques et géopolitiques, malheureusement. Donc je ne sais pas, j'ai souvenir de ce que proposait Emmanuel Macron pour la construction européenne en début de premier quinquennat, le discours à la Sorbonne, à Athènes. Mais là, j'ai perdu de vue véritablement ce qui dirige sa vision et sa politique à l'international. Après, il faut avoir une position indépendante, une analyse propre sur les grands enjeux internationaux. Mais l'art diplomatique, c'est aller en parler et discuter avec les puissances qui ne partagent pas notre regard sur les choses. Parce que si nous ne discutons qu'avec un camp qui pense comme nous pensons, on n'arrive pas à faire avancer certains dossiers. C'est ça l'art de la diplomatique. François de Rugy. Alors moi je ne vais pas répondre à la question de Philippe David parce que je pense que ça se résume pas à ça. Non mais l'autonomie stratégique dont parle Emmanuel Macron à propos de l'Europe, moi je suis 1000 fois pour. Je pense que c'est une perspective qui serait très bonne pour le monde, pour l'équilibre du monde et pour l'Europe. Mais d'abord il faut bien constater qu'elle n'existe pas aujourd'hui parce que d'ailleurs la plupart des pays européens n'en veulent pas. Y compris nos plus proches voisins et alliés comme l'Allemagne par exemple. Mais je suis pas sûr que l'Italie, l'Espagne, la Pologne, tout ça, ils préfèrent l'OTAN en effet, et l'OTAN de fait avec un leadership américain. Donc la France pousse ça, mais ça va être très long à émerger. Et par ailleurs, même si c'était le cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas faire des choix clairs. J'y reviendrai plus tard dans l'émission sur Taïwan par exemple, comme on fait des choix clairs sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, on se dit pas si on défend l'Ukraine, est-ce qu'on est aligné sur les États-Unis ou est-ce qu'on est aligné sur la Russie? Est-ce qu'on est indépendant? Est-ce qu'on est autonome? Non, on se dit c'est un choix légitime, un bon choix de défendre l'Ukraine attaquée par la Russie et que la Russie veut vassaliser ou veut dépecer ou veut nier dans son existence. Donc moi je crois qu'il ne faut pas confondre le fait de rechercher une autonomie et le fait de ne pas être toujours là à se poser la question, est-ce que je suis aligné sur les États-Unis? Est-ce que je suis aligné sur la Chine? Ou est-ce que je suis aligné sur la Russie? On doit développer des choix qui doivent être bons en soi. Venons-en à ce rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale à propos des tirs de LBD à Sainte-Soline, Félix. Oui, en particulier ces tirs de LBD depuis des quads en train de rouler. Eh bien, ces tirs en quad étaient conformes à la légitime défense, selon l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Selon ses conclusions, les militaires n'ont commis aucune faute fin mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, en marge de ces affrontements sur les bassines. Elle parle de légitime défense, en notant notamment que ces gendarmes étaient en train de se faire encercler par des Black Blocs au moment de ces tirs. La vidéo, en tout cas, vous en souvenez peut-être, avait engendré une controverse. Le ministre de l'Intérieur avait nié les faits avant de rétro-pédaler. Gérald Darmanin, qui, peu après ça, avait mis en cause la Ligue des droits de l'homme, se disant prêt à regarder la question de ces subventions publiques. Eh bien, la première ministre Elisabeth Borne, sans aller jusqu'à ce point, sans parler de couper les vivres de la LDH, a dit ne pas comprendre toutes les positions de la Ligue des droits de l'homme. Elle était interrogée sur ce sujet au Sénat cet après-midi.
Et Elisabeth Borne, bon, eh bien, elle tant est pis. excellente. Tant pis, on n'a pas le son d'Elisabeth Borne. C'est son meilleur discours. Eh bien, on va l'écouter. Allez, on plaisante, on écoute. Je connais l'histoire de cette grande association. Pendant longtemps, l'histoire de l'émancipation républicaine et celle de la LDH se sont mêlées. L'universalisme était un terreau commun. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. Et je rappelle que cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Cette incompréhension est partagée par de nombreux acteurs associatifs. Le président de la LICRA a dénoncé les dérives et la défaillance de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, ça c'était la première ministre au Sénat tout à l'heure. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin, vient de réagir auprès de l'agence France Presse. Il se dit révolté par ce qu'il voit comme un amalgame de la part d'Elisabeth Borne. Il accuse la première ministre de déformer les positions de l'association. Et puis on termine par un mot sur la suite de la réforme des retraites, Félix. Oui, la CGT promet un acte 2 demain, jour de grève reconductible même désormais pour ce qui est des éboueurs, le retour des poubelles dans les rues de la capitale en attendant la décision du Conseil constitutionnel qui est attendue pour le lendemain, vendredi. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette proposition de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, concernant le harcèlement scolaire, de donner la possibilité aux maires d'écarter ces élèves des écoles primaires et de les obliger à aller dans une autre école. Est-ce que vous partagez cette proposition? Vous êtes maire, vous avez envie de nous appeler. On aura d'ailleurs un maire dans quelques instants avec nous. Et puis, on aura aussi un syndicat d'enseignants qui, avec nous, une enseignante. On leur posera la question. Est-ce à la mairie, au maire, de prendre cette décision? Vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue, merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio en général et aussi dans les vraies voix. Je vous dis pas de quoi nous parlions pendant cette petite pause. On parlait, je vais vous le dire, alimentation, parce qu'avec Philippe David, à un moment donné, il faut qu'il y a à chaque fois, Philippe Bilger, à chaque fois, voilà, il faut que Philippe parle de nourriture et il faut que Philippe Bilger les mange. Comme ça, au moins, c'est réglé. Une invitée qui vient d'un village du Tarn qui fait une saucisse fabuleuse, la Cône. Évidemment, elle dit je suis de la Cône, là, moi j'ai l'envie de dévorer. Lorsqu'on parlera de nourriture, peut-être qu'il aura une pensée. Voilà. Peut-être. En fait, son cerveau, c'est son ventre, Philippe. C'est ça son problème. François de Rugy est avec nous et Olivier d'Artigol sont avec nous. Et vous, au 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La lutte contre le harcèlement scolaire. On estime que chaque année, 700 000 enfants et adolescents en sont victimes. Les écoles ne font pas ce qu'il faut, ils n'écoutent pas ces enfants. Nous avons encore beaucoup de travail pour faire reculer les situations de harcèlement à l'échelle du pays. Une mesure de dernier recours contre le harcèlement scolaire. Objectif, transférer l'élève harceleur dans un autre établissement et non l'élève harcelé. On aura toujours deux élèves qui seront l'un en perte de confiance en soi, à savoir la victime, et l'autre qui va tout simplement reproduire les mêmes faits. Et donc, on ne fait que déplacer le problème. La solution ne se trouve pas dans le déplacement d'élèves, ni d'élèves harceleurs, ni d'élèves harcelés. Et chaque année, près d'1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire en France. Un constat terrible qui a poussé le ministre de l'Éducation nationale à proposer un changement réglementaire pour lutter contre ce harcèlement scolaire dans les écoles primaires. Écoutez ce qu'il a dit. En dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, à ce moment-là, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de l'avis des parents, si le maire ou les maires concernés sont d'accord. Puisque le conseil de discipline n'existe pas dans les établissements primaires, est-ce que le Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a raison de vouloir donner ce pouvoir aux maires? Vous êtes parent, vous êtes enseignant, vous avez eu un enfant harcelé, dans tous les cas de figure, un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Et vous dites un petit oui à 51%. Sébastien Leroy est avec nous, maire de Mandelieu-la-Napoule. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Nadia Alram qui est avec nous, représentante du personnel de la CE UNSA, et elle est en direct avec nous bien sûr. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, un petit mot avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, le rôle des maires justement de rentrer dans ce sujet du harcèlement scolaire, ou c'est juste l'Éducation nationale? Eh bien, il y a quelque temps, quand j'avais entendu parler de cette proposition de Pap Ndiaye, j'avais dit banalement, au fond, on
permettra à l'enfant harceleur de quitter l'établissement, on le mettra dans un autre établissement où il créera de la même manière le désordre. Je ne vois pas pourquoi miraculeusement un changement d'affectation ferait d'une nature qui aime le désordre quelque chose de différent. Alors je ne sais pas, peut-être y a-t-il des aménagements cachés derrière cette proposition et Papendiaï mais le fait que les maires décident ne me gêne pas en soi si on règle le problème du désordre et de la violence de l'enfant harceleur. François de Rugy. Alors, le fait que ce soit les maires, pourquoi pas, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, qui ait une autorité, peut-être en effet extérieure à l'école, et ça peut peut-être être bien de ce point de vue-là. Les maires revendiquent souvent d'ailleurs des pouvoirs supplémentaires pour gérer les problèmes qui se posent dans la commune. Après, sur le fait d'exclure un élève d'une école et de le faire changer d'école, de le délocaliser d'école, je voudrais m'inscrire en faux avec ce qu'a dit Philippe Bilger, parce que moi je crois que c'est utile. D'abord parce qu'il faut jamais oublier que le harcèlement scolaire, il y a souvent un peu une logique de groupe. Il y a un peu un meneur qui entraîne d'autres élèves contre un souffre-douleur. Et moi j'ai rencontré un jour une lycéenne qui a été victime de ça dans son lycée. Elle avait l'impression d'ailleurs que tout le monde était contre elle, que les enseignants s'en lavaient les mains. La direction de l'établissement lui a dit vous n'avez qu'à changer de lycée. C'est quand même pas normal qu'on demande à la victime de devoir changer. Alors en plus un lycée c'était plus compliqué parce qu'il fallait changer de ville, etc. Donc cette idée, un harceleur, quelqu'un qui sème le trouble dans une école, déjà le faire changer d'école, d'abord ça va peut-être le faire réfléchir sur son comportement, puis ensuite si vraiment il veut recommencer alors qu'il reconstitue le fait d'avoir un groupe qui le suit, etc. Donc si je crois que c'est utile, même si évidemment ça n'est pas l'arme absolue, mais il vaut mieux tenter des choses sur ce sujet que ne rien faire. Au moins protéger le harcelé. Nous sommes bien d'accord que nous parlons du niveau primaire. Absolument. D'abord, bien évidemment, le harcèlement est un fléau qui bousille des gamins dans leur développement et des familles entières. Le plus souvent, on a eu des cas tragiques et médiatisés, c'est le jeune qui est harcelé, qui est ou déscolarisé, ou une forme de double peine, qui se trouve ennuyé dans son cursus. Ce qui m'embête un peu dans la proposition, déjà que la fonction de maire est très difficile. Vous aurez dans quelques années des élections où personne ne voudra se présenter. C'est déjà arrivé parce que le métier de maire, entre guillemets, devient très difficile. Moi, je préférerais une collégialité dans la décision, avec l'ensemble de la communauté éducative, l'inspection d'académie, les élus locaux, les adjoints. Ce côté-là, en dernier ressort, que ce soit le maire qui tranche, me semble pas être une bonne pratique. Alors, on a la communauté éducative et on a un maire avec nous. On va commencer par la communauté éducative. Nadia Alran, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du ministre de l'Éducation, vous qui êtes enseignante dans le primaire? J'ai été très étonnée. Je la trouve hors sol. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure et d'expérience. Le harceleur n'est jamais seul. Le harcelé, oui. On a affaire à des agissements de groupe. C'est très rare qu'un harceleur soit seul. On a souvent des groupes de 2, 3, 4 élèves. Et par contre, la victime est souvent très isolée. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est victime. Après, quand je pense à mon expérience, aux petites communes, ou toutes petites communes, les maires connaissent l'ensemble des habitants de leur commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des maires qui vont devoir trancher face à des familles. Prendre parti. Voilà, prendre parti, la famille du harcelé, la famille du harceleur, et on tranche comment face à ça? Je ne sais pas si c'est le petit-fils du maire qui harcèle. Et si c'est le petit-fils de la personne de la tête de liste de l'opposition qui est le harceleur, ça va se trancher comment ces situations? Pas bien. Il va y avoir des enjeux. Non, mais ça existe. Si on fait un calcul de probabilité, c'est quand même assez faible. C'est pas vrai. Ça existe sur nos territoires. Vous rajoutez du problème au problème. Mais c'est pour ça que. Parce que ça nous fait avancer. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à la communauté éducative. Il faut faire confiance aux équipes pédagogiques. Nous sommes des professionnels. Nous sommes très mal formés sur les sujets du harcèlement. Ça commence, mais c'est encore pas bien connu par les équipes. Nous sommes censés former nos élèves, désigner des élèves ambassadeurs dans le cadre du programme phare. C'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans moyens supplémentaires. Il n'y a pas de psychologue scolaire en quantité suffisante. On n'a pas de professionnels de santé pour accompagner les élèves qui souffrent, parce que souvent, l'élève harcelé souffre, mais le harceleur n'est pas nécessairement un enfant qui est bien dans sa vie, qui est bien dans ses baskets,
casquette et c'est aussi il souvent... souffre d'une autre façon aussi. Il souffre d'une autre façon, parfois dans sa famille, et parfois il a été lui-même victime de harcèlement. Il ne fait que reproduire ce qu'il a déjà vécu. Allez, on part à Mandelieu-la-Napoule parce que vous parliez... On quitte Perpignan, on va à Mandelieu, c'est bien. Avec Sébastien Leroy qui est avec nous. On parlait des communes, Sébastien Leroy, Mandelieu-la-Napoule. J'imagine que vous avez plusieurs établissements scolaires primaires, mais quand une commune n'a qu'un établissement primaire, c'est compliqué. Est-ce que vous, en tant que maire, vous vous sentez capable de trancher sur ces sujets ? Alors, c'est une bonne question. Alors, vous voyez, ce sera la seule de la journée. Profitez-en, elle est tombée là, c'est la seule. Vous avez de la chance. Je vous remercie pour cette belle question. Non, alors vous voyez, c'est assez symptomatique de ce qu'on vit au quotidien, les élus locaux, c'est qu'on l'a découvert par hasard tout à l'heure. On n'était pas du tout associés ni en amont ni à quoi que ce soit. Alors, on demande toujours à être associé en tant qu'élu, et l'AMF, c'est aussi son combat dans le processus un petit peu de réflexion. On n'est jamais, et on découvre les choses comme ça une fois qu'elles sont décidées. Alors, que le maire décide in fine, à la rigueur, bon, s'il faut une autorité extérieure, pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire, je trouve très surprenant qu'on nous associe maintenant sur ce concept, encore une fois sans aucune concertation, alors que le maire n'est en rien compétent à la fois pour les cartes scolaires, pour les inscriptions à l'école, pour la gestion du temps éducatif, et d'un coup c'est à nous d'arbitrer si on doit sortir ou pas l'enfant de l'école. Alors, je trouve vertueux qu'on sorte le harceleur, même si à mon avis ça va être loin de régler le problème, ça a été très bien dit, un harceleur n'est jamais seul effectivement, mais ça veut dire quoi? Une fois qu'on l'a sorti de l'école, on doit le remettre dans une autre école. Alors est-ce que c'est le maire qui va décider si on doit sortir l'enfant de l'école, ou est-ce que c'est le maire qui va décider si on doit l'inscrire dans une autre école de sa ville? Comment on va faire en tant que maire pour dire ah oui tiens cet élève est un harceleur, ah bah oui inscrivez-le dans mon école volontiers. C'est-à-dire qu'après s'il y a un problème, ça sera quoi aussi la faute du maire? Donc je vois pas du tout pourquoi d'un coup on nous sort du chapeau pour nous mettre dans un processus où on n'est pas associé en amont et on est compétent en rien sur la gestion du temps éducatif. Ça me paraît encore du bricolage un peu maladroit. On a entendu hors sol dans la bouche de Nadia Alran, bricolage dans celle de Sébastien Leroy. Vous pensez au contraire que c'est une bonne proposition, un seul numéro, le 0826 300 300. Mais est-ce que cette situation est applicable, par exemple, Philippe Bigère, on l'a dit, dans toutes les communes? C'est que dans les grandes communes, oui, on peut séparer des enfants, mais dans des petites communes où il n'y a qu'une école primaire ou même deux, c'est difficile quand même. Mais ce qui m'inquiète, alors, pardon, comme on parle vrai, la communauté éducative, dès que j'entends parler de ça, j'ai l'impression qu'on va tomber dans un laxisme et que l'enfant harceleur ne sera jamais sanctionné, ne quittera jamais l'établissement où il crée le désordre. Quant à venir dire que le harceleur est forcément entouré d'une équipe, ça peut arriver, mais il y a même au sein du groupe qui harcèle un leader, et donc il n'est pas mauvais de le faire partir. Et monsieur le maire, je termine, je regrette que là on donne une attribution au maire, un aval politique à une décision qui peut être prise de concert avec la communauté éducative. Je pense que ce serait bien. Mais je t'assure Philippe, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, surtout en ce moment, mais on devrait évoquer dans nos débats médiatiques des expériences positives où au premier signal faible d'un comportement de harcèlement, la communauté éducative, c'est un joli terme, réagit, prend les mesures appropriées bien sûr, mais dans de très nombreux établissements, ça se passe comme ça, avec des résultats, je t'assure. Ah mais on peut pas laisser dire que moi j'aime pas le mot communauté éducative, je suis petit-fils et fils d'enseignants, on peut dire les enseignants, les directeurs d'école, etc. Et les personnels, et l'ensemble des personnels d'une école. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on est au collège ou au lycée, il y a des conseils de discipline. Alors, je suis un peu étonné, on dit il n'y a pas de structure. Dans les écoles, il y a les conseils d'école. Donc, il y a quand même une structure collective. Et dans ces structures-là, on prend régulièrement des sanctions, et qui sont des sanctions d'exclusion des élèves des établissements. Et en effet, souvent, le problème qui se pose, c'est que, je l'ai vu à Nantes pour des collégiens, évidemment, il n'y a pas beaucoup de collèges après qui disent venez donc chez moi. Je vais accueillir celui qui fout le bazar. Et parfois, il faut reconnaître qu'il y a des élèves qui font un peu le tour de tous les collèges. Et en revanche, il ne faut pas dire non plus, sous prétexte on sera dans les petites communes, donc ce ne sera pas possible. Les maires ont l'habitude, justement, ça, ce sont quand même les maires, y compris d'inscrire dans l'école de leur commune des élèves qui viennent d'une autre commune et vice-versa, d'avoir des échanges. Il y a même des règles pour cela. Donc ça reste quelque chose de faisable. Et
Nadia, alors, est-ce que vous avez été face à des situations analogues, par exemple le traitement d'un élève harceleur? Oui, tout à fait. Ouais. Et comment ça s'est passé plusieurs fois dans ma carrière. Déjà, je voudrais revenir très rapidement sur le vocabulaire. Oui. Il y a dans les écoles l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique, effectivement, ce sont les enseignants et le directeur ou la directrice. Moi, quand je parle de communauté éducative, je parle de tous les adultes, tous ceux qui interviennent auprès des élèves de cet âge-là. Donc, il y a les professeurs, les accompagnants d'élèves en situation de handicap quand il y en a dans l'école, les personnes qui s'occupent de la garderie le soir, le matin et de la cantine scolaire qui sont sous la responsabilité de la municipalité. Et c'est là que la municipalité est déjà actrice de la vie des élèves. Tous les adultes qui interviennent à un moment donné, c'est ça la communauté éducative. Et les parents, bien sûr, parce que moi, ce qui me choque dans ce qui a été dit par le ministre, c'est en faisant abstraction de l'avis des parents. Si les parents ne sont pas partenaires de ce genre de choses, s'il faut prendre sa voiture tous les soirs et tous les matins pour aller accompagner son enfant dans une autre école qui sera ailleurs, à plusieurs kilomètres parfois quand on est dans le rural, ça va poser problème. Oui, je l'ai vécu. Et systématiquement, effectivement, il y avait un meneur dans le groupe de harceleurs, mais les harceleurs étaient plus nombreux. Et ça, c'est resté contenu et c'était très important dans un premier temps. Dans l'école, les parents ont tous été informés, les parents de la victime et les parents des harceleurs. Ils sont conscients de ça, que leur fils... Pas toujours. D'accord. Pas toujours, parce que déjà, il faut savoir quand on parle de harcèlement, il y a des gens qui vont vous dire ça va, ce sont des histoires d'enfants. Ouais. Oh, ce sont des petites moqueries, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez, selon l'âge des personnes aussi, on n'a pas la même sensibilité. Oui, à 6 ans en CP ou à 10 ans, c'est déjà plus la même chose. Alors voilà, et puis il y a des familles qui sont très réceptives au ressenti de leurs enfants, au mal-être de leurs enfants, d'autres qui les envoient, qui ne communiquent pas nécessairement avec eux sur ces sujets-là. Donc on travaille, l'équipe pédagogique, les professeurs, le directeur, la directrice, travaillent avec la confiance des parents du harcelé, des parents des harceleurs, et d'abord c'est contenu au sein de l'école avec des réponses éducatives, de la prévention. Là on est sur quelque chose d'extrême, quelque chose de punitif, quelque chose qui doit arriver, qui arrive au bout de la chaîne. Voilà. Et ça existe déjà. Ça existe déjà. Dans la loi, c'est prévu. Les parents, pour une raison, quelconque raison que ce soit, peuvent demander une dérogation pour que leur enfant change d'école à l'école élémentaire. Sébastien Leroy, ça existe, c'est permis par la loi. Qui êtes maire de Mandelieu, c'est un peu plus de 20 000 habitants, donc il y a évidemment plus d'une école primaire. Ça vous est déjà arrivé que des parents viennent vous voir, vous en tant que maire ou votre adjoint à l'éducation, en disant voilà, moi mon enfant a un problème dans l'école X, Y, Z, il ne faut pas qu'il y reste, est-ce que vous pouvez le faire partir dans l'école A, B ou C ? Alors généralement les parents viennent plutôt nous voir pour nous expliquer que leur enfant a un problème à l'école, qu'il y a des camarades qui l'ennuient, qu'ils sont battus, etc. Et nous on alerte l'éducation nationale. Alors j'insiste là-dessus parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que le maire, la ville, n'est pas du tout compétent pour le temps scolaire. C'est l'éducation nationale qui gère à la fois le temps, on va dire, pédagogique, les cours de récréation en dehors du temps de la cantine et les inscriptions. Donc ça veut dire que dans ce dispositif, on viendrait voir le maire alors que l'équipe déjà d'enseignants a décidé qu'il fallait exclure l'élève pour dire voilà monsieur le maire, on est tous d'accord, il faut le faire partir, est-ce que vous voulez ou pas? Et le maire il va dire quoi? Il va vous dire ah bah non, gardez-le fort. C'est complètement surréaliste. Oui, mais le problème, Sébastien Leroy, c'est que pour toutes les personnes dont les enfants sont harcelés, qui sont la plupart du temps au bout du rouleau parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner, c'est-à-dire que le système éducatif ne fait rien, en tout cas pas suffisamment pour les aider, j'imagine qu'ils attendent un recours suprême et peut-être que le maire... Je vous rejoins tout à fait, mais si on en arrive là, c'est que l'équipe d'enseignants aura déjà décidé qu'il fallait le faire partir. Le maire n'est pas associé au début du processus pour dire ah ouais, attention, là il y a un vrai problème, on ne peut pas attendre d'eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, d'après ce qui est déclaré par le ministre, on vient voir le maire, c'est qu'il est déjà décidé qu'il faut que l'élève quitte l'établissement. Et on demande au maire s'il est d'accord pour que l'élève quitte l'établissement. Mais je ne vois pas un maire qui va dire non, gardez-le. Oui, donc tout le monde va dire, okay. Ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on parle de ça, on a l'impression qu'une entente est en permanence possible entre les familles des harcelés et la famille du harceleur. J'ai entendu parler de beaucoup d'expériences où précisément il y a un antagonisme qu'il est impossible de concilier. Et c'est ça le gros problème. C'est vrai qu'on l'entend assez souvent, vous, Nadia. Alors, j'imagine que les parents d'harcelés et d'harceleurs, on ne se comprennent pas en fait, la plupart du temps. Parfois même les conflits vécus à l'école viennent de l'extérieur, ont démarré dans le village, au club de sport, et parfois même dans des familles qui elles-mêmes ont des inimitiés connues depuis plusieurs années. Oui, ça existe. Ah oui.
en tout cas le sujet. Allez-y, si vous avez une anecdote rapide. Une anecdote de 14 secondes, c'est possible ou pas? Non, je vais vous parler de deux enfants qui se disputaient dans une... Allez-y, on vous donne un peu de temps, allez-y. Deux enfants qui se disputaient dans une cour, j'étais à l'époque pion pour financer mes études, et parce que le grand-père du premier avait chassé l'ours dans les Pyrénées, sur un territoire qui était plutôt de l'autre côté de la montagne, et l'autre donc disait ton grand-père est venu chasser l'ours chez nous, il n'avait pas à venir. Et il se crêpait le chignon pour ce conflit qui n'est pas ancestral, mais qui il y avait un motif valable d'une génération. Non, parce qu'entre-temps, les ours avaient disparu. Il y en avait un qui était pour l'ours. On les avait introduits, François de Rugy, vous le savez. Mais ce sont des slogans. Ça vous fait rire, mais ça arrive en réalité. Mais bien sûr que ça arrive en réalité. Dans cette histoire, il y avait un loup. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux professionnels de l'éducation. Et en tout cas, nous, au SEUNSA, nous sommes à fond pour le partenariat avec les parents pour trouver des solutions quand c'est faisable et possible. Et pour associer, il faut que vous ayez plus de latitude. Il faut qu'on ait plus de formation, plus de réponses, plus d'informations, plus de moyens. Et c'est pas la solution, ce qui a été proposé par notre ministre. Merci mille fois, en tout cas, Nadia Alran, d'être venue nous voir représenter les personnels de SEUNSA. Merci beaucoup, monsieur le maire Sébastien Leroy, d'avoir été avec nous. Mandelieu, la Napoule. Allez-y cet été, tiens, Mandelieu. On vous envoie du monde, Sébastien Leroy. Et ce serait ils sont tellement dissipés que ça va pas être un cadeau pour les habitants de Mandelieu. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Et là, les sourires énormes. Allez, à tout de suite, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous et qui est au taquet. Je peux vous assurer, il est pour le Kikadi, là, on dirait. Il faut que je me méfie. C'est des grands enfants, ils harcèlent les uns les autres. Et Olivier d'Artigol est avec nous. Dans d'Artigol, il y a rigole et ça tombe bien parce que c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu aujourd'hui est très très bon, les amis. Attention. Et nous avons Rose qui est au 0826 300 300. Bonsoir Rose. Bonsoir Rose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Rose, là il y a une équipe de garçons. C'est pour ça que nous avons gardé Nadia Alran qui va jouer avec la personne contre la personne que vous allez choisir. Et vous pouvez jouer contre Philippe Bilger, contre François de Rugy ou contre Olivier d'Artigol. C'est à vous de décider. Alors, contre Philippe Bilger. Ah, contre Philippe Bilger. On triomphe sans gloire. Bon, là, je risque de perdre. Voilà. Il va requérir. Et donc, vous avez donc Nadia Alran avec vous, François de Rugy et Olivier d'Artigol. Et attention, parce que. Ça veut dire que c'est plié. La dernière fois que je suis venu, c'était que des citations de Martinez. Donc, voilà, ah bah là, vous l'entendrez plus beaucoup, Martinez, malheureusement. Il nous avait soudoyés. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Les amis, question Kikadi. Kikadi, Macron est en train de lécher le cul de la Chine. Bonne réponse, il a été plus rapide. Oui, mais ce sont les deux seuls points. Question. Mais Rose l'avait dit. C'est scandaleux. Non, mais Rose l'avait dit aussi. Non. Philippe, dans le casque, oui. Philippe, ne recommence pas à mettre un climat détestable sur ce jeu. J'ai dit Trump. Ben oui, mais vous l'avez dit avec une seconde après. Oui, vous avez la médaille d'argent. Il a dit une seconde après. C'était juste. Allez, deuxième question. Moi, je trouve que vous n'êtes pas bon joueur. Vous devriez lui filer les 2 points. Soyez élégant. C'est pas un Kikadi, c'est un Kikatweeté. Voilà. Kikatweeté, il est encore temps de trouver des solutions aux couleurs de la République. Ah bah c'est DSK. Bonne réponse de François de Rugy. Voilà, et donc. Ah, mais c'est DSK, bien sûr. Bravo, vous avez des bonnes sources. Les amis. J'ai vu son tweet hier soir. Par hasard, je sais pas, les algorithmes de Twitter me l'ont mis. Kikadi voilà, le Kikadi, les Égyptiens avaient l'électricité dès l'Antiquité. Gims, bonne réponse de Philippe. Non, mais c'est pas Gims, ça compte pas. Il y a des gars qui ont de la Non mais c'est bon, il a dit Jim. Non mais en fait il a raison. Il a raison. Je lui donne le point. Et tout ça alors qu'il est le magistère de la parole. Non mais j'ai 4 points. Vous avez 2 points, c'est très bien. Non. Attention, Rose. Qu'est-ce que vous faites de la prononciation? Alors, je tiens à signaler quand même que Rose, que nous n'avons pas entendu, a dit vraiment maître Gims. Et que Philippe Bilger a dit Gims. Mais je lui donne le point. Mais on donne le point puisque c'est du phonétique.
phonétique. Allez, écoutez, c'est comme ça. Qui a dit le 49.3 restera un véritable traumatisme? Laurent Berger. Non. C'est une femme. C'est une femme. Marine Le Pen. Bonne réponse de François de Rugy. François se réveille. Est-ce que vous avez remarqué que François de Rugy prend les espaces? Dès qu'il y a un silence, bam, il balance le truc. C'est le jeu à la nantaise. Et puis il fait des choses. Il sait. Comme ça qu'on se qualifie en finale de la Coupe de France. Et bam. Vous allez perdre contre le TFC. Allez, on y va, Jean-Pierre. Non, je viens de le dire, moi. Moi, j'ai fait le 49.3 qui est un véritable traumatisme. Prouvez-le. Eh ben, je le fais. Allez-y. Qui a dit la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et Emmanuel Macron. Bonne réponse. Ah non, c'est pas net. C'est pas net. Floué deux fois. C'est le plus rapide, je rejoins Rugy. Oui. Non, c'est pas parce que c'est pas net. L'ancien ministre n'a pas eu c'est jamais très net. Allez, on en fait une dernière. Qui a dit Emmanuel Macron est une forme de paratonnerre, il attire la foudre même à l'étranger. On a trouvé ça très drôle avec Cécile. Mélenchon. Non, un ancien ministre. Sénateur. Bonne réponse, Patrick Caner. Patrick Caner, ancien ministre des Sports et PS Sénat. Merci. En tout cas, qui a gagné? Je vais vous dire un score de 10-2. Eh ben c'est Rose. Non, vous vous arnaquez. De toute façon, c'est Rose qui a gagné. Bravo. Merci. Allez Rose, vous restez avec nous. On vient dans un instant, on fait une petite pause. Merci d'ailleurs, restez bien sur Sud Radio. Merci de votre fidélité, à tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et finalement, on ne saura jamais qui a gagné ou perdu ou qui a dit, tellement ils ont triché. Les vraies voix, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai donné on ne sait 4 bonnes réponses. Oui, vous avez donné 4 bonnes réponses. François de Rugy a donné 4 bonnes réponses, c'est vrai. Philippe Bilger a donné 3 bonnes réponses. Mais trop tard. Aussi. J'aurais mérité de gagner. Et vous auriez mérité de gagner. En tout cas, il y en a un qui a bien perdu, c'était Olivier d'Artigol. On l'a pas entendu. Non, il n'était pas là, Olivier d'Artigol. Je sais pas, vous a pas entendu. Non, c'est ça. Vous étiez où pendant le Kikadi? Si sa voix il transmettait de bonnes ondes à l'ensemble de ses coéquipiers. Il était trop contester, mais victoire. Dans ces moments-là, elle me rappelle un vieux souvenir d'enfance avec une institutrice mauvaise. Et ça me... Ah, j'adore. Cécile développée. J'adore. Madame... Non, je donne pas son nom. Elle est vivante. Et on l'embrasse. Vous avez un petit coup de gueule à pousser contre moi? Allez-y, vous en prie. Non, ça y est. Dans ces moments-là, ça réveille un traumatisme. En plus, elle a le porte de gendarme, il y a tout qui... Tremble. Et en parlant de coup de gueule, on y va? Le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et le coup de gueule de Philippe David sur la paupérisation des Français. Oui, Cécile, le chiffre fait froid dans le dos dans un pays qui était il n'y a pas si longtemps un pays de cocagne. Avec l'inflation, 42% des Français les plus précaires ont supprimé un repas. Alors parmi ces Français, dont nombre d'entre eux travaillent et sont smicards. Des smicards qui sont de plus en plus nombreux puisque le SMIC est revalorisé régulièrement, mais pas les salaires juste au-dessus du SMIC. Une situation que François Bayrou appelait la smicardisation de la France lors de la présidentielle de 2007. 2007 où une présidentielle où le vainqueur avait pour slogan « Travailler plus pour gagner plus ». 16 ans plus tard, c'est « Travailler autant pour manger moins ». Cette situation me révolte et j'ai une nostalgie indicible de la France heureuse et prospère d'il y a 50 ans. Nous devions devenir la Startup Nation, mais j'ai la triste certitude que nous sommes en train de devenir la Fall Down Nation, la nation qui tombe. J'ai franchement mal à ma France et mal pour nos compatriotes qui ne mangent plus 3 fois par jour. Voilà. Vous avez plombé le moral. Le SMIC ou moins que le SMIC, c'est 30% de la population française. Donc c'est C'est-à-dire, Olivier les personnes au SMIC ou moins que le SMIC, les minima sociaux, c'est 30% de la population française. Donc c'est énorme. Et moi, les copains, les amis qui travaillent dans les associations caritatives, qui organisent à l'échelle d'un territoire l'aide alimentaire, me parlent de ces nouveaux profils. Donc c'est un vrai sujet. Le salaire médian dans notre pays est à 1008, je crois. 1950 euros à peu près. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Avant, l'arbitrage était entre faire le plein de la voiture ou faire le plein du frigo. Aujourd'hui, ils peuvent ne plus faire un demi-plein de frigo avec une inflation alimentaire qui, de mémoire, est à 16% aujourd'hui sur l'année écoulée.
Absolument. Avec quand même je suis désolé de ramener toujours ça, mais le problème qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce possible qu'on en soit là, si tant est, que toutes les statistiques qu'on vient de donner soient les bonnes, mais parce que l'histoire des repas, c'est du déclaratif, tout ça, donc c'est pas une statistique, c'est un sondage, mais en admettant que ce soit vrai, c'est comment on peut en arriver là, alors qu'on est le pays d'Europe, et même du monde, qui dépense le plus d'argent pour la redistribution sociale. C'est vrai. Et qui, par ailleurs, n'a pas les salaires les plus bas non plus. On n'a pas les salaires les plus élevés, mais on n'a pas les salaires les plus bas. On a le coût du travail le plus élevé. C'est-à-dire que quand un employeur embauche quelqu'un, ça lui coûte plus cher en France que chez les voisins européens. Je ne parle même pas, évidemment, de pays lointains. Et pour autant, le salarié touche moins. Pourquoi ? Parce que la différentielle, c'est le niveau de cotisation sociale, patronale ou salariale. C'est la même chose à la fin. C'est du salaire en moins. Donc c'est quand même aussi ça. C'est un petit peu moins peut-être comme ça en réaction à, mais c'est quand même aussi ça ce sur quoi on devrait s'interroger. Allez, tout de suite le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, un tweet très remarqué de Jean-Luc Mélenchon qui propulse François Ruffin en top tendance ce soir sur Twitter. Oui, le chef de file de la France Insoumise s'est félicité d'un bon sondage en ces termes. Je cite Jean-Luc Mélenchon. Magnifique sondage cluster, François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. Et il ajoute, et c'est là que ça devient intéressant, François est prêt en avant. Alors, au-delà du sondage, la fin de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon forcément interroge. François est prêt, c'est moi, ou Jean-Luc Mélenchon vient clairement de désigner François Ruffin comme son dauphin, s'interroge l'un, tandis qu'un autre ajoute « C'est pas un hasard, l'histoire de la 5e montre que si un mec de gauche veut devenir président, il doit s'appeler François. » C'est vrai. Et je regarde François de Rugy en le disant. Alors, beaucoup au sein de la NUPS, d'ailleurs, ils pensent... Il n'a pas dit le nom, d'ailleurs, mais il a chanté qu'il pensait à moi. Je vais lui en parler. On suppute. Jean-Luc, si tu m'écoutes. Jamais 203. François pour la gauche, s'interroge par exemple le député écologiste Aurélien Taché sur Twitter. Cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon surprend d'autant plus que jusqu'ici, le député de la Somme, François Ruffin, n'était pas considéré comme l'un de ses plus proches au sein de la France Insoumise. Il avait même été perçu comme un électron libre à plusieurs reprises, par exemple au moment de l'affaire Quatennens ou sur les débats autour de la nouvelle direction du mouvement de la France Insoumise. Françoise Degault appelle au 0826 300 300. Une bonne idée, Philippe Bilger. Une bonne idée. En fait, il est lucide, Jean-Luc Mélenchon, il n'a plus Quatennens. Il avait perdu son ami très cher il y a très longtemps, et je me demande si, bizarrement, cette manière de paraître, mettre en avant François Ruffin n'est pas une manière subtile, peut-être de l'étouffer. Plutôt que de sentir en permanence des insinuations laissant entendre que Ruffin allait prendre sa place, mon Dieu, il prend le taureau par les cornes, et je trouve que c'est pas si maladroit. Vous pensez que de telles pratiques existent en politique? Alors What a surprise! Alors que c'est un monde de bonne manière, oui, et de belle fraternité. Surtout François Ruffin, spécialiste des bonnes manières. C'est vraiment entre la peste et le choléra. Moi, je le dis comme je le pense. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas un peu tôt, 4 ans avant? Un animal politique comme Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie des grands fauves, ne peut pas écrire ce tweet qui est réfléchi à la virgule près, sans avoir des intentions et un sous-texte dans le message. Je pense que Jean-Luc Mélenchon fera tout pour être de nouveau candidat à l'élection présidentielle, pour différentes raisons. Et je crois qu'il a vu dans son paysage, dans cette galaxie, commencer à se construire autour de François Ruffin un début de dispositif pour la présidentielle. Ce qui accrédite votre analyse, cher Philippe. Ce qui est quand même étonnant. Alors maintenant que vous m'approuvez. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que Mélenchon, il dit ça, mais il a déjà dit à d'autres moments qu'il aurait dû être au deuxième tour en 2022, qu'il aurait dû être au deuxième tour en 2017, mais jamais il ne dit que tous les sondages disent, mais depuis 10 ans, qu'un Jean-Luc Mélenchon ou un François Ruffin ou un autre serait battu à plate couture au deuxième tour, que ce soit par Emmanuel Macron ou par Marine Le Pen d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de majorité politique dans notre pays
pour un François Ruffin président ou un Jean-Luc Mélenchon président. Olivier d'Artigol. Mais elle est très rapide. Dans une autre vie politique, j'ai été co-directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, et une fois il nous a dit... c'était la même vie politique, une autre époque, c'est tout. Il avait dit, qu'il rapprochait à un moment donné, mais le vieux, il disait, c'était Mitterrand pour lui, le vieux, m'a toujours dit que j'étais le meilleur de ma génération. Ce à quoi je lui ai répondu, et tout le monde a dit, mais t'es fou de lui répondre comme ça. Mais Mitterrand l'avait dit à combien de personnes? Comme il n'est plus là pour confirmer ses propos. C'est ce que disent certains quand il a dit François est prêt, François est peut-être prêt, lui tamiser, lui préparer le chemin. C'est peut-être ça aussi. 0826 300 300, on revient dans quelques instants, on fait une petite pause, et dans quelques instants, notre débat suite aux propos de Dominique Strauss-Kahn sur Twitter. Faut-il retirer l'âge légal de 64 ans au profit de la durée de cotisation? Ça, c'est ça. La grande question du jour, vous nous dites oui en majorité, et un seul numéro, le 0826 300 300. Je l'ai bien dit? Vous le connaissez, parfait. C'est magnifique. Allez, c'est parti. On revient dans un instant. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h avec nous ce soir pour débattre. Philippe Bilger qui est avec nous, François de Rugy qui est avec nous, Olivier d'Artigol qui est avec nous, et vous au 0826 300 300, puisque cette émission est pour vous et par vous, vous le savez très bien, c'est vous qui nous donnez le ton, et donc on vous attend à ce numéro. Tout de suite, le tour de table de l'actu. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Mais si, vous allez nous raconter votre petite journée. Philippe Bilger, alors le principe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est nos vraies voix qui décident forcément de porter un sujet qui pour eux a une importance particulière en ce jour. Et Philippe Bilger voulait revenir sur Gérard Depardieu, qui est accusé par 13 femmes d'agression sexuelle. Ah oui, un sujet sensible. Oui, j'ai lu dans Mediapart ce matin un site que François n'apprécie pas particulièrement. Je ne lis jamais. Mais en l'occurrence, je crois que c'est très intéressant. De 2004 à 2022, Depardieu se verrait reprocher un certain nombre de comportements: grossièreté de langage, attouchement, agression sexuelle sur les différents tournages. Et comme vous venez de le rappeler, Cécile, 13 femmes ont déposé plainte. Alors lui, il dit qu'il n'y a rien qu'on puisse lui reprocher qui aurait une qualification pénale. Alors, on n'en sait rien pour l'instant, mais ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'abord, ceux qui critiquent MeToo ont tort, parce que sans MeToo, je ne pense pas qu'il y aurait eu ces révélations, à les supposer exactes dans toute leur plénitude. Deuxième élément... je vous reprends juste, Philippe, elles n'ont pas porté plainte, elles n'ont pas déposé plainte à l'heure actuelle. Elles ont juste stipulé qu'elles portaient à connaissance de la justice, mais il n'y a pas de dépôt de plainte pour l'instant. Les 13 dans Mediapart. Pour l'instant, il n'y a pas de dépôt de plainte. Deuxième élément, vous avez raison, Cécile, j'étais plus féministe que prévu. Dans le deuxième parti, pourquoi, durant des années, n'a-t-on rien dit ? Alors que c'était connu, il y a un metteur en scène qui a eu une attitude très convenable, c'est Fabien Antoniente, qui a fait des remarques à Depardieu, et il s'est tenu correctement. Comme le Weber lui avait reproché à l'époque d'être alcoolique, il lui avait dit « si tu continues, tu quittes le film ». Il s'était tenu à carreau. Si on avait dit à chaque fois à Depardieu qu'il arrête ces choses-là, peut-être l'aurait-il fait. J'arrête là, mais c'est tout de même inquiétant. Voilà un homme qui a été peut-être protégé par l'immense réputation qui était la sienne et par le fait que de toute manière, on lui prêtait une personnalité hors du commun qui s'autorisait tout. Ouais. François de Rugy. Oui, sujet compliqué. Je n'ai pas lu l'article et c'est intéressant, ceci dit, ce que dit Philippe Bilger, et de bien poser ce qui est de l'ordre du judiciaire ou ce qui ne l'est pas, et ça, seule la justice peut le dire, c'est pas un journal, mais c'est la conclusion de Philippe Bilger que je trouve intéressante et qui devrait amener à réflexion, notamment le système médiatique et, on va dire, le milieu de la communication au sens large, parce que je pense qu'apparaissent à travers ce type de révélation d'affaires, ça a été le cas aussi avec Nicolas Hulot, dans un autre registre, que des personnes qui sont des grandes stars de la télé, du cinéma, de la chanson, sont sans doute très protégées
par tout un système qui se met en place pour qu'il y ait aucune révélation, parce que c'est quand même des gens, c'est pas simplement leur grande réputation, c'est que c'est quand même des gens qui font tourner la machine, et qui font tourner la machine économique du cinéma, de la chanson, de la télé, etc. Donc c'est vrai que ce serait intéressant que, tranquillement, à tête reposée, sans faire tout de suite des accusations contre un tel ou contre une telle, ou pour tout de suite trouver des coupables, mais est-ce qu'on est capable de sortir de ce système qui a protégé, qui peut-être encore aujourd'hui protège un certain nombre de gens? Olivier D'Artigol. Oui, c'est compliqué, plusieurs dimensions qui s'entremêlent. J'ai lu l'article. Et comme à chaque fois, moi, je n'ai pas d'autre réponse que une réponse judiciaire ou rien. Parce que sinon, l'article à la fin, on se dit, bon, ben, en fait, je suis très sensible à ce que dit François de Rugy sur ces personnalités hors normes qui peuvent avoir pendant des années des comportements dont tout le monde savait. Au final. Type Weinstein. Oui, ou d'autres exemples en tête, que c'était plus qu'inapproprié, pour prendre un terme passe-partout, mais qui ont pu agir en toute impunité à la vue d'un système qu'en effet, il faisait tourner, et combien. Et la troisième dimension, tout en disant ça, et je vais me faire des ennemis, je serai toujours très ému quand Depardieu interprète Barbara, Nantes par exemple, parce que l'artiste me touche beaucoup. Donc il y a toute cette complexité. Votre tour de table, Olivier D'Artigol, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur les crèches, un nouveau scandale type EHPAD, mais il faut faire court, parce qu'après il y a le tour de table de François de Rugy. Je vous dis simplement que je relis plusieurs actualités récentes. Le rapport de l'IGAS, vous regarderez sur maltraitance ou pas systémique, des personnels parlent et c'est glaçant. Marie-Estelle Dupont, la psychologue, psychothérapeute que vous connaissez peut-être, nous alerte sur ce qui se passe concernant le développement de l'enfant. Allez voir ses réseaux sociaux. J'ai souvenir aussi de l'état de détresse de la pédopsychiatrie, on en parle régulièrement. L'intelligence artificielle générative qui fait que nos enfants vont être confrontés à des choses dont on a du mal à se dire comment on va pouvoir réagir et s'organiser. Tout ça forme un condensé explosif concernant la santé psychique de la prime enfance jusqu'à l'adolescence. Il faut y être très attentif. Un mot? Oui, moi, mon sujet, c'était Taïwan. Oui. Et donc on passe directement à votre tour de table. Je sais pas, j'ai cru qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Ouais. Mais sinon, sur l'enfance, je partage ce qu'a dit Olivier D'Artigol sur le fait que c'est un sujet majeur et qui, à mon sens, a été pendant très longtemps sous-estimé médiatiquement et politiquement. Un seul exemple, et c'est pas du tout pour faire de la concurrence victimaire, parce que pour moi les deux sujets sont extrêmement importants. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet politique maintenant depuis des années. Les violences faites aux enfants, c'est beaucoup plus récent. C'est vrai. Et là, on parle pas des crèches, on parle de l'aide sociale à l'enfance, sujet très complexe, etc. Sans doute parce qu'on ne veut pas voir aussi, bien souvent. Et donc, tant mieux si on progresse, sans bien sûr tomber dans le fait de mettre en cause toutes les crèches. J'ai entendu des reportages sur certaines radios où il y a des parents qui disent « Ah, mais je vais retirer mon enfant de la crèche » sans même se préoccuper de ce qui se passait dans la crèche où était son enfant. Il y a heureusement plein de crèches, comme il y a plein de maisons de retraite qui font super bien leur boulot pour nos enfants comme pour nos aînés. La situation à Taïwan. Oui, je voulais revenir sur Taïwan, non pas pour réouvrir le débat politique, mais pour dire à celles et ceux qui nous écoutent, intéressez-vous à Taïwan. Intéressez-vous à Taïwan parce que malheureusement, c'est l'épicentre. En effet, est-ce que c'est une guerre froide entre un bloc autour de la Chine, la Russie, et un bloc occidental, américain, européen? Seul l'avenir le dira. Mais c'est l'épicentre d'un conflit potentiel. Ça peut être une guerre, et c'est pas être alarmiste que de le dire. Le président Xi Jinping chinois ne se cache pas d'être prêt à déclencher une offensive militaire pour reprendre le contrôle de Taïwan. Mais aussi, intéressez-vous à Taïwan parce que c'est un pays très attachant. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois, une fois en 2016, une fois en 2021. J'ai été président du groupe d'amitié France-Taïwan à l'Assemblée nationale, et c'est un pays qui surmonte vraiment une somme de handicaps qui est peu commune dans le monde. C'est un pays, c'est une île, c'est un pays qui est donc face à un voisin très agressif, c'est un pays qui n'est pas reconnu. Il y a quasiment pas de pays dans le monde qui soit aussi structuré et qui ne soit pas reconnu. Et c'est un pays qui a des ouragans, des cyclones, des séismes, qui n'a pas de ressources naturelles, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de matières premières. Et pourtant, c'est un des pays les plus développés au monde, un des pays les plus éduqués. C'est une démocratie depuis 30 ans seulement, mais une démocratie très poussée. Donc, intéressez-vous à Taïwan. Vous verrez qu'on en reparlera de plus en plus dans l'avenir. Merci. En tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur, on va revenir sur les erreurs
erreurs qui sont évoquées par Dominique Strauss-Kahn à Emmanuel Macron sur la séquence des retraites, des tweets qui sont apparus. Alors voilà, qu'est-ce que veulent dire ces tweets? On se pose aussi une question. Est-ce que finalement c'est un bon conseil à Emmanuel Macron ou est-ce que ce serait le retour de DSK? On ne sait pas. 0826 300 300, on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Encore une petite demi-heure des vraies voix avec Philippe Bilger, avec François de Rugy, avec Olivier d'Artigol pour commenter l'actu des vraies voix jusqu'à 19h. Juste après, on parlera de Notre-Dame, de l'incendie de Notre-Dame. Le 4e anniversaire, le 15 avril prochain. Le 15 avril avec des spécialistes. Pourquoi nous on n'a pas le droit de rester quand c'est des sujets sérieux? Vous avez le droit de rester, François de Rugy, si ça vous intéresse. Il faut un certain niveau. Allez, tout de suite, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Multiplier les erreurs, c'est ce que reproche Dominique Strauss-Kahn à Emmanuel Macron sur la séquence des retraites. L'ancien ministre de l'économie plaide plutôt, je cite, pour sortir d'un système qui repose sur l'âge de départ à la retraite pour construire un système fondé sur la durée de cotisation. Philippe. Et l'ex-directeur du FMI, le Fonds monétaire international, affirme que rien n'obligeait le gouvernement à agir tout de suite. Alors, est-ce que vous pensez que c'était pas le moment? Est-ce que vous pensez qu'il faut oublier l'âge légal pour passer uniquement à la durée de cotisation? Et puis on va élargir le débat. Pourquoi DSK apparaît-il à ce moment X alors qu'il a disparu du paysage médiatique français depuis des années? Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Et à la question, faut-il retirer l'âge légal de 64 ans au profit de la durée de cotisation? Vous dites oui à 88%. Pour en parler, notre consultant du jour et chroniqueur, Michael Sadoun est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger. Deux questions en une. Tout à coup, le retour de DSK qui se met des affaires du gouvernement en tant qu'ancien ministre de l'économie, ancien patron du FMI. Est-ce que finalement, quand il dit qu'il faut retirer l'âge légal de 64 ans au profit de la durée de cotisation, est-ce qu'on va chercher de l'électeur? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense? Alors j'ai connu des gens en qui j'avais confiance qui ont considéré que DSK était probablement le plus grand ministre des Finances qu'on a eu. Deuxième élément, je pense que ça n'était pas le moment, évidemment, et ça n'est pas une nouveauté que de dire cela. Même des gens qui sont favorables à Emmanuel Macron disaient que ça n'était peut-être pas urgent de faire cette réforme à toute force dans cette période très particulière où les Français ont beaucoup subi. Troisième élément, je suis frappé, mais j'attends avec impatience la réaction de Michael Sadoun par le fait que ce tweet arrive la veille ou l'avant-veille de la décision du Conseil constitutionnel. Comme si on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il a le désir d'avoir peut-être une incidence par ce tweet. Je n'y crois pas trop à l'instant même où je le dis, mais c'est pas étonnant. C'est singulier qu'il intervienne juste maintenant. François de Rugy. Oui, il y aurait plein de choses à dire. Déjà, ça me frappe son compte Twitter. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui. Sa biographie est en anglais. Oui. Donc, il précise qu'il a été successively French Finance Minister et directeur du FMI. Et il met quand même France pour le pays, alors que par ailleurs il réside au Maroc. Bon. Et par ailleurs il donne sa date de naissance, mais sans donner l'année. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que on survalorise quand même une intervention qui peut avoir son intérêt sur le fond, car quoi qu'on puisse reprocher à Dominique Strauss-Kahn sur son comportement personnel, c'est un économiste. Oui. Avant même d'avoir été ministre de l'économie, ministre de l'industrie avant, député, etc., il était économiste, professeur d'économie. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à l'Assemblée nationale quand j'étais un modeste collaborateur parlementaire. J'avais été assez impressionné par sa capacité sa pédagogie sur l'économie. Donc ça, c'est intéressant. Mais en même temps, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que s'exprimer comme ça maintenant, c'est un peu en suspension dans l'air. Il peut dire ce qu'il veut. De toute façon, personne ne va lui demander des comptes, à moins qu'il maintenant il réponde à des interviews. Et qu'à ce moment-là, on puisse discuter de ce qu'il propose, etc. Mais comme je pense que ça ne sera pas le cas, je trouve que c'est un peu facile, personnellement, de venir donner des conseils comme ça.
sachant que par ailleurs son métier est de donner des conseils à des gouvernements, mais là il est rémunéré pour, et c'est pas le gouvernement français, c'est des gouvernements plutôt de pays en difficulté qui vont négocier justement leurs emprunts avec le FMI. Donc bon, je ne sais pas quel écho ça va avoir, par exemple dans la gauche française. Il est censé être de gauche à l'origine, mais j'ai l'impression que la gauche française l'a renié depuis fort longtemps. Et puis surtout, je note, pour finir, que finalement le débat serait entre travailler 2 ans de plus en repoussant l'âge ou travailler je ne sais combien d'années de plus en allongeant la durée de cotisation. Dans les deux cas, on travaille plus longtemps. Oui, ça c'est sûr. Là où c'est piquant, c'est que les Strauss-Kahniens, qui faisaient partie de l'une des sensibilités de la gauche, du PS, ont été des troupes très avancées pour construire l'ADN du macronisme au départ. C'est vrai. Et là où DSK met la plume ou le clavier dans la plaie, c'est qu'il montre le chemin qui aurait permis aussi de continuer un quinquennat en ayant la CFDT sur le porte-bagages, qui était aussi l'ADN de départ du macronisme. Personne ne peut imaginer en 2017, en tout cas sur la première réforme, que nous en serions là aujourd'hui dans le tête-à-tête assez rugueux entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Parce que la mesure d'âge, il y en a 2 dans la réforme. Il y a à la fois les 64 ans, qui a braqué le pays, mais l'accélération de la réforme Touraine sur la durée de cotisation. Et ce que dit DSK, je m'en arrête là, si l'exécutif avait joué sur l'accélération de la durée de cotisation, il aurait eu peu ou prou le résultat budgétaire ou comptable qu'il escomptait. Mickaël Sadoun, cette intervention de DSK, elle est tombée un peu comme un cheveu sur la soupe, non ? Oui, alors déjà on peut penser que c'est pas le moment puisque les débats ont été déjà menés en amont sur le fond, sur les plateaux télé ou à l'Assemblée. Donc bon, l'apport est intéressant et Philippe l'a rappelé, Olivier aussi, c'est un professeur d'économie, c'est une sommité internationale, c'est vraiment quelqu'un qui a une compétence technique. Je l'ai vu puisque j'écoutais François de Rugy, je l'ai vu récemment dans une commission sénatoriale sur la transparence financière. C'est vraiment quelqu'un qui a un savoir pléthorique sur la question. Donc oui, qui maîtrise. C'est toujours très intéressant d'avoir son avis. Après, oui, le commentaire est un peu facile. Je trouve qu'il n'arrive pas au bon moment, surtout qu'il ne s'exprime même pas sur la constitutionnalité de la loi, puisqu'il attend la décision de demain comme tout le monde. Donc je dirais que oui, ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Parce que moi j'ai lu son texte. Hein. Il s'exprime sur le fait de dire il faudrait retirer le texte maintenant. C'est pas pour défendre son timing, mais c'est pour dire justement le pays alors il parle de le repousser parce qu'il parle des violences et tout ça, donc tout ce qui s'est passé depuis l'adoption par le 49.3, voilà, et donc il dit par ailleurs on ne pourra plus faire aucune réforme après parce que celle-ci aura trop crispé le pays, etc. Donc sa théorie, mais qui est quand même là en effet assez difficile à défendre du point de vue du fonctionnement de la démocratie, c'est de retirer un texte qui aurait été validé au moins en partie par le Conseil constitutionnel. Alors tout le monde dit il y a le précédent de Jacques Chirac qui l'a fait sur le CPE en 2006 je crois ou 2005, mais le CPE justement à l'époque il y a plein de gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie politico-constitutionnelle d'avoir fait voter un texte, d'avoir mis justement le pays sans dessus-dessous et à la fin alors qu'il a été validé par le Conseil constitutionnel, le président le promulgue et va à la télévision pour dire mais je ne vais pas l'appliquer, je vais demander à mon gouvernement de ne pas appliquer un texte qu'il a fait voter. On était quand même cul par-dessus tête et donc je ne vois pas comment on pourrait conseiller de refaire cette chose-là sur les retraites. Alors il y a l'histoire de la deuxième délibération. Vous savez que dans la Constitution française, le président de la République peut demander au Parlement de se prononcer à nouveau sur un texte. Bon, ça paraît quand même peu probable sur ce sujet, puisque on sait que c'est un sujet qui est déjà extrêmement chahuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mickaël, sur le fond de ce qu'il dit ? Sur le fond de ce qu'il dit, je suis assez d'accord. Je trouve que la réforme paramétrique n'était pas forcément bonne, que la réforme systémique était en tout cas beaucoup plus plébiscitée chez beaucoup d'économistes de gauche comme de droite. Je sais que Mickaël Zemmour, qui était à gauche et qui s'est beaucoup illustré pendant cette réforme, voulait une augmentation de la cotisation. Alors c'était une ligne rouge pour le gouvernement parce qu'il ne voulait absolument pas augmenter, le coût du travail et peser sur le pouvoir d'achat. Ce qui est tout à fait légitime, mais d'autres, comme Patrick Artus de Natixis, qui est aussi extrêmement reconnu, parlaient d'une réforme systémique avec la fin des régimes spéciaux, qui était quand même à la base la réforme qui était prévue dans le premier quinquennat, et Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs en parle lui aussi. Je pense que Emmanuel Macron, en fait, suite à la campagne présidentielle, dans la rue,
Oui. On l'a quand même complètement oublié. Vous avez raison. Alors moi, je trouve qu'Emmanuel Macron a dû l'expliquer pourquoi il a retiré ce projet en 2019-2020 et qu'il n'est jamais revenu à ce projet de réforme globale du système. Mais quand même, à l'époque, ça avait mis tout le monde dans la rue et surtout, je crois qu'il faut l'avoir en tête, et ça, Strauss-Kahn ne le dit pas, c'est que ça faisait peur à tout le monde. À tort, à mon sens, parce qu'à mon avis, c'était une réforme beaucoup plus intéressante sur le long terme. Mais sur le moment, ça faisait peur à tout le monde. Bien sûr, les gens qui avaient les régimes spéciaux, qui ne voulaient pas, évidemment, s'en détacher. Mais au-delà, n'importe quel salarié se disait, mais à quelle sauce je vais être mangé demain? Et là, c'était très difficile à expliquer, puisque c'était un système totalement nouveau. Est-ce que vous vous souvenez déjà la difficulté pédagogique? Combien la valeur du point. Il faut se souvenir de c'est un système totalement nouveau. Ce qui était normal. Oui, parce que le système était fait n'importe comment. Mais je pense que si on avait simplement insisté sur la durée de cotisation et pas sur l'âge de départ, ça aurait simplifié énormément de choses et on aurait arrêté de cristalliser le débat du côté de la rue, comme des marchés financiers, comme ailleurs, sur simplement l'âge de départ qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Vous pensez que DSK a raison et qu'il faut passer uniquement aux cotisations? Appelez-nous au 0826 300 300. Moi, j'ai une question. Je me mets à la place du téléspectateur qui comprend, enfin de l'auditeur qui comprend plus rien et qui nous écoute, et on se dit pourquoi cet entêtement, pourquoi, si tout le monde n'est pas d'accord, pourquoi est-ce que, j'imagine qu'il y a des membres du gouvernement aussi qui ne le disent pas et qui disent oui effectivement c'est compliqué, pourquoi Mickaël Sadoun aujourd'hui on va dans le mur sachant que tout le monde, enfin je pense qu'on est en majorité 70% des Français qui sont contre, pourquoi on va jusqu'au bout, pourquoi? Je pense que ça tient peut-être à la personnalité du président de la République qui... C'est quoi, c'est un caprice? Personnellement, c'est un peu... je dirais pas que c'est un caprice, mais je dirais qu'il s'est entêté. Il a été renforcé par une deuxième élection quand même, ce qui est une exclusivité dans l'histoire de la Ve République, ce qui lui est arrivé à Emmanuel Macron. Donc, hors de gauche. Sans cohabitation. Donc, il est assis quand même sur une légitimité démocratique qui est importante. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a des pressions aussi... C'est normal, on est intégré à la mondialisation et à l'Europe qui viennent de l'extérieur et qui nous demandent aussi cette réforme paramétrique. Vous savez, il a rencontré récemment... Et qui nous la demande sous cette forme-là? Oui, oui, beaucoup. Par exemple, le FMI, dans son article 4, c'est-à-dire qui concerne l'état financier et économique de la France, parle d'une réforme paramétrique de la France. C'est une simple recommandation économique, mais on est plutôt allé dans ce sens-là. Je remarque aussi qu'Emmanuel Macron a rencontré Mark Rutte, donc des Pays-Bas, qui s'opposait au fédéralisme, je dirais, macronien du premier quinquennat, parce qu'il lui disait, attends, d'abord tu fais des économies et ensuite, éventuellement, on pourra aller plus loin du point de vue de l'Europe parce qu'on arrêtera de payer ta dette. Donc, il y a aussi... donc c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Voilà, c'est du donnant-donnant. Il y a aussi la question des marchés financiers. Je vous rappelle qu'on a levé des centaines de milliards de dettes et que la question de la dette française va devenir de plus en plus importante. Donc, quand on fait une réforme paramétrique avec un signal aussi fort que les 64 ans, on envoie aux marchés financiers le signal qu'il ne faut pas augmenter les taux parce qu'on est capable de mener les réformes économiques. Pour rembourser. Voilà. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Rebonsoir Rose. Rose. Bonsoir à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces propos de DSK sur les retraites? Moi, je suis plutôt d'accord. Je pense que donner un âge, c'est trop pour les gens. Quand on a commencé jeune et qu'on est obligé de partir à 64 ans, enfin non, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai commencé à 19 ans. J'ai 51 ans, j'ai 2 boulots, donc je suis salariée, je suis fonctionnaire et j'ai une petite exploitation viticole. Donc ça fait 17 ans que je fais ça sur mes vacances. Je paye des cotisations, mais solidaires, c'est-à-dire que ça ne me donne pas de points à la retraite, ni de sécurité sociale. Et je me dis, comment c'est possible? Donc, j'aurais pu avoir peut-être des points supplémentaires. Non, donc, je suis obligée de continuer à travailler. Donc, je crois que il faut donner des années. Pour tout le monde, mais pas un âge comme ça bloqué. Je rebondis sur ce que dit Rose. François de Rugy, est-ce que ça veut dire que et je l'ai entendu, cette petite musique de dire que finalement cette retraite, il y a un manque de pédagogie, on ne l'a pas expliqué, peut-être que ce que vient de dire Mickaël Sadoun, de dire oui, mais c'est donnant-donnant avec l'Europe, de faire comprendre aux gens en se disant c'est une manière aussi de tenir les marchés. Est-ce que ça on l'a assez dit? Parce que j'ai pas beaucoup l'impression qu'on l'ait entendu. Il y a deux choses, je pense qu'en effet le diagnostic
sur l'aspect financier, la responsabilité financière, parce que si on veut garantir les retraites de demain, il faut garantir le financement des retraites. Ça n'a sans doute pas été assez dit. Je pense que c'était vraiment une grosse erreur au départ, par exemple, de parler de réforme de justice. C'était pas une question de justice sociale, c'était une question de financement. Voilà. Après, il faut pas non plus, je pense, tomber dans l'idée que si ça avait été mieux communiqué, ça passerait mieux. Les Français sont très clairvoyants. Ils n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus pour les retraites. Voilà. À un moment donné, je pense que... Et ça se comprend. Et d'ailleurs, il n'y a aucun pays où les gens ont accepté de bonne grâce de dire, allez, il faut travailler 2 ans de plus. En revanche, il y a des pays où ça se passe un peu mieux socialement, avec les syndicats ou avec les partis politiques. Ou non, l'Allemagne, l'Espagne, qui a un gouvernement de gauche, avec y compris un mouvement type Mélenchon dans le gouvernement. Et ils ont voté un allongement, de repousser l'âge. Donc, à un moment donné, on sait que c'est une direction. Évidemment, c'est difficile à accepter. Après, on pourrait discuter à l'infini. Est-ce que allonger la durée de cotisation ou repousser l'âge, qu'est-ce qui est mieux de ça? Bon, Strauss-Kahn prend position pour l'allongement de la durée de cotisation et de fait est sur la position de la CFDT. Ouais, voilà. C'est ça. Pas sur celle qu'on Macron aujourd'hui. Depuis que le projet de loi a été révélé à la mi-janvier, le débat a révélé de manière spectaculaire et tonitruante une question, d'après moi, d'avenir, c'est le travail. Sa nature, son sens, sa soutenabilité, et notamment les fins de carrière. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui une inquiétude folle à l'idée « je n'arriverai pas aux 62 ans ». Et donc, le gap pour aller à 64 ans, moi, ma mère était sage-femme dans l'hôpital public hospitalier. Quand elle s'est arrêtée à 60 ans, elle n'en pouvait plus. Et elle craignait l'incidence sur une garde. Donc ça a révélé ces fins de carrière très pénibles. Et à cette réponse-là, si on augmente de 10 points le taux d'activité des seniors dans notre pays aujourd'hui, on allait chercher les 15 milliards qu'il fallait pour la réforme. Donc je pense qu'il y avait nécessité de d'abord prendre à bras le corps cette grande question du travail, pour après amener un débat sur les retraites, et y compris sur le travail des seniors. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Michael Sadoun, d'avoir été avec nous, chroniqueur et consultant. C'est toujours très clair quand vous êtes là et quand vous nous parlez. C'est gentil. Parce qu'avec les autres, c'est toujours très compliqué. Ça va, on est dans une mélasse, sinon je viens vous apporter la lumière. Pour valoriser quelqu'un, on dévalorise quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle les vases communicants. Mais oui, vous savez comment on est. Excellent traité physique. Allez, vous restez avec nous, vos réactions 0826 300 300. Et merci de votre fidélité. Merci d'être là tous les jours. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est pas fini, on est content de les avoir. Philippe Bilger est avec nous, François de Rugy est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous, et vous, nos auditeurs chéris, adorés, 0826 300 300. Et c'est Boris qui nous appelle de Créteil. Bonsoir Boris. Bonsoir Boris. Bonsoir les bébés. Comment Merci ça de va me recevoir. Avec plaisir. Écoutez, ça va bien. Je tombe encore une fois de ma chaise avec le sentiment. Moi, je vais revenir un petit peu sur cette recommandation donnée par le ministre voilà, sur le fait que ce soit, je le rappelle, ce soit les maires qui tranchent finalement sur les cas de harcèlement à l'école. Exactement, et j'ai l'impression de revenir il y a quelques décennies avec le même cas de figure que ce qui s'était passé quand Jospin s'était défaussé sur les proviseurs d'école pour les premières histoires de foulard à l'école. Encore une fois, pas de décision du politique, et puis on laisse les gens se débrouiller avec. Donc là, c'est le maire qui a franchement autre chose à faire, qui va devoir dépatouiller avec ce genre de situation. C'est toujours pareil. Vous auriez proposé quoi, Boris? Peut-être de donner plus de latitude finalement au milieu éducatif, ou qui l'ont, mais visiblement c'est compliqué aussi. Mais leur donner un vrai pouvoir de décision sans avoir ensuite à repasser par des recours X ou Y derrière, quoi. Ce sont des professionnels, ils connaissent très bien leur domaine. Je ne pense pas qu'on ait à faire intervenir des personnes tierces dans cette histoire. Oui, c'est toujours le problème, François de Rugy. Mais est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer? Oui. Parce qu'une mesure comme ça, on peut l'essayer pendant quelques années. Mais c'est pas interdit d'ailleurs en France, on ne fait jamais le bilan. Il y a une mesure, on l'évalue, au bout de quelques années, ça marche pas. Si ça marche pas, il faut l'abandonner. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche qu'à moitié, il faut peut-être la modifier. Mais se dire que chaque fois qu'il y a une proposition, ah non, c'est pas la bonne proposition. C'est comme tout à l'heure, j'ai pas voulu rebondir, mais notre amie, si je puis dire, syndicaliste enseignante, comme tous les syndicalistes, elle finit toujours par dire il faut plus de moyens.
Non, c'est pas vrai. On ne peut pas résoudre tous les problèmes avec toujours plus de moyens. Non, il y a aussi des fois des choses où il faut trancher. Monsieur dit, bon, le politique se défausse. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas le politique, puisque ce serait plutôt pour décharger les enseignants au profit d'un politique qui est le maire. Mais je comprends son raisonnement. On pourrait dire, moi je serais pour faire les choses, et je pense que ça doit être un peu l'idée. Par étapes. 1, les enseignants proposent une décision. 2, s'ils n'y arrivent pas et que, par exemple, les parents refusent, eh bien à ce moment-là, on transfère le dossier au maire, et le maire va... Moi j'imagine, j'ai jamais été maire, mais j'ai été adjoint au maire. On va dire, attendez, je vais regarder, je vais un peu sous-peser le pour et le contre, il n'y a jamais de décision qui soit 100% bonne ou 100% mauvaise, et on me dit que tel élève, vraiment, il fout le bazar dans une école, il y a une solution dans une autre école, puis peut-être dans une autre commune. Non, il n'y a pas de solution dans une autre école. Bon, on va le garder et on va prendre d'autres mesures. C'est ça que va faire le maire dans ces cas-là. Il y a des auditeurs sur notre compte Twitter qui disent, mais pourquoi les établissements scolaires ne les virent pas ? Voilà, on les vire de l'établissement scolaire et c'est aux parents de les gérer leurs enfants. Point final. Oui, en France, la scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, de fait, par ailleurs, l'éducation nationale a le devoir d'accueillir les enfants des parents, y compris à problème, enfants ou parents à problème. Et si en effet, parce que moi j'ai vu aussi, on ne parle pas de ça là aujourd'hui, mais j'ai vu des enseignants ou des conseils d'école, des conseils plutôt en l'occurrence de collège ou de lycée, qui excluaient quand même souvent un peu vite fait, bien fait, pour se débarrasser d'un problème, ce que je peux comprendre. Puis après, la scolarisation ailleurs, c'était plus leur problème. Or, c'est quand même nécessaire. Les enfants qui... En plus, vous imaginez un enfant d'école élémentaire qui est un harceleur. C'est grave. Bien sûr que c'est grave. Mais on va peut-être pas non plus le condamner toute sa vie. Donc on va essayer quand même au minimum de lui donner une deuxième chance. Donc pour ça, il faut le scolariser dans une autre école. C'est évident. Mais alors François, c'est peut-être... Vous pouvez juste très comme au début, quoi, en disant on va créer le bordel ailleurs. Vous avez 20 secondes. Voilà. Non, mais il a dit. Je l'ai dit. Philippe Bilger tout à l'heure donnait l'impression que les enseignants seraient forcément laxistes. Que si on mettait la décision entre les mains des enseignants, ce serait laxiste. Mais François, les expériences multiples que j'ai, étant retourné à l'école de nombreuses fois. Le problème, c'est qu'on peut élaborer toutes les structures législatives qu'on veut à partir du moment où la pratique les contredit. Voilà, c'est une décision. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Boris de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup François de Rugy, merci beaucoup Olivier d'Artigol de cette belle émission. Vous restez avec nous dans un instant, écoutez. Il est venu le temps des cathédrales. C'était le 15 avril 2019, un immense incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris. Où on en est aujourd'hui? Où sont les projets? Ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron de retrouver Notre-Dame de Paris 5 ans après, au bout de 4 ans. On fait le point dans un instant. À tout de suite.